Bonsoir à tous. Nous sommes en direct de Toulouse, dans les locaux de l'URPS. Moi, je suis Philippe Cuc, président de l'Union des chirurgiens de France et coprésident d'Avenir SP Le Bloc. Et j'ai à ma gauche Patrick Gasser, qui est le président d'Avenir SP. Et nous avons avec nous plusieurs orateurs qui vont intervenir. Dans l'ordre, Vincent Prado, qui est le président du syndicat des cardiologues. Loïc Kerdiles, qui est le président des anesthésistes libéraux, Thierry Bourg, qui est le président du syndicat des ophtalmos, et Bertrand de Rochambeau, qui est coprésident du Bloc et président du Syngof et coprésident d'Avenir SP Le Bloc. Alors ce soir, c'est un webinaire en direct et il est enregistré. Et il y a deux parties dans ce webinaire. La première partie, c'est l'exposé de quelques experts sur le sujet loi Valtoux, qui est une proposition de loi, qui est maintenant une loi qui a été votée à l'Assemblée nationale. Le point sur où en sommes-nous de la Convention. Et une troisième partie, la proposition de mobilisation des médecins spécialistes libéraux sur la France entière à partir du 13 octobre. Dans une deuxième partie, vous pourrez poser toutes vos questions, s'il vous plaît, par chat, par message écrit, en vous présentant nom, prénom, spécialité, ce qui nous permet un peu de réguler les questions sur une deuxième partie qui durera 45 minutes. Nous terminerons à l'heure précise à 21 h. Et pour lancer le webinaire, nous avons demandé à Frédéric Bizard, économiste à santé, président de l'Institut Santé, que vous connaissez tous par ses brillantes interventions sur notre système de santé, de nous donner son avis en 10 minutes sur la loi Valtoux et ses conséquences aujourd'hui. Alors, est-ce que Frédéric est connecté ? Je ne sais pas si je le vois. Je ne le vois pas. Bon, alors, normalement, il doit se connecter. On va meubler les quelques minutes pour connecter Frédéric Bizard. Alors, nous avons participé, bien sûr, aux négociations conventionnelles avec tous les coprésidents d'Avenir SP Le Bloc. Vous savez que la convention n'a pas pu être signée. Nous sommes aujourd'hui dans un règlement arbitral minimal et pour lequel nous avons sollicité à la fois le ministre et la Caisse d'assurance maladie pour reprendre les négociations. On est bientôt le 14 juillet. Pour l'instant, rien n'est prévu. Donc, ça nous inquiète beaucoup et c'est aussi un des motifs de notre mobilisation. Frédéric, vous êtes là ? Oui. Bonjour tout le monde. Alors, on vous donne la parole. On vous a demandé de vous exprimer sur la loi Valtoux avec votre expertise et en 10 minutes. Merci de votre présence. Je vous en prie. Vous chronométrez parce que je n'ai pas de… Vous me direz, hein. Je chronomètre. Bien, merci. Bonjour à toutes et à tous. J'ai fait une petite analyse de cette loi qui est une mini-loi, hein, qui est une micro-loi qui changera probablement pas grand-chose tant elle est à la fois inapplicable et apporte de la complexité à la complexité. Donc, malheureusement, elle n'améliorera rien. Au mieux, elle ne changera rien. Au pire, elle aggravera un petit peu la situation. Alors, c'est une loi qui comprend une dizaine d'articles, mais qui est assez intéressante sur le plan politique parce que malgré la situation, on peut se dire qu'il pourrait y avoir une mobilisation du personnel politique pour essayer d'apporter des solutions de fond, d'aller à la racine du mal. Et malheureusement, cette loi, elle montre qu'on n'en est pas encore là, malgré le Conseil de la refondation. Alors, comme toute loi, ce qui est important, c'est l'exposé des motifs pour essayer donc la raison d'être de cette loi. Et il y a trois raisons d'être à cette loi.
La première, c'est, encore une fois, dans l'exposé des motifs. Hein, je ne fais que décrire la loi et l'interpréter sans aller au-delà. Le premier, c'est un constat que la santé est devenue la première préoccupation des Français. Ce qui est toujours un petit peu surprenant parce que je pense que ça l'a toujours été, mais ce qui est vrai, c'est que sur un plan politique, ça devient un sujet brûlant du fait de la dégradation de l'accès aux soins et du système de santé en général. Donc, il y a ce constat. Mais derrière ce constat, il y a quand même un bouc émissaire qui est écrit noir sur blanc, qui est le professionnel de santé en général et en particulier le médecin. Et quand on sait qui est derrière cette loi, c'est le groupe Horizon, mais en particulier ceux qui sont occupés de l'hôpital public avant et qui ont toujours considéré donc, notamment M. Valtou, puisque c'est lui le rapporteur hein, et le grand défenseur, qui a toujours considéré que le problème de l'hôpital public, c'était le secteur privé. C'est-à-dire que le secteur privé, en particulier le médecin libéral, ne remplissait pas son rôle dans l'accès aux soins et donc reportait tout ce qui n'était pas réalisé par le médecin libéral à l'hôpital public, surchargeait l'hôpital public, d'où la crise de l'hôpital public. Bon. Donc là, c'est identifié, il y a un problème avec le médecin libéral. Bon. Le deuxième motif de la loi, c'est la désertification médicale. Il est marqué que 87% des territoires étaient considérés comme des déserts médicaux. Donc, cette loi va tenter de remédier à cette désertification médicale. On aurait pu penser qu'il y avait un peu une critique de la politique menée depuis 30 ans. On sait tous ce qui a été, comment le numerus clausus a été mis en place et comment la dégradation des conditions de travail dans le public comme dans le privé ont fait que beaucoup de médecins, soit n'ont pas été dans le soin comme les jeunes médecins, soit ont déplaqué, mais loin de tout ça, on verra qu'on est loin d'un mea culpa ou d'un début de mea culpa de l'État. Puisque ce qui est toujours frappant, c'est qu'il n'y a aucune remise en cause de la politique de l'État et de l'organisation de l'État. C'est ça qu'il faut comprendre et sur lequel il faut, à mon avis, lutter. C'est-à-dire que, parce que au-delà des personnes, hein, puisque là, on est face à quelqu'un, je pense qu'il ne faut pas essayer de convaincre. Et on verra qu'il y en a très peu qui ont été convaincus quand même. Mais malheureusement, il n'y a pas besoin de beaucoup de lois pour voter une PPL. Mais c'est qu'en fait, il y a ce renvoi de la responsabilité sur les professionnels de santé. Pourquoi ? Parce que l'État ne fait pas son autocritique, ce qui est évidemment très violent pour les professionnels de santé. Le dernier et troisième motif de la loi, c'est l'excès de complexité du système. Alors, vous voyez, par rapport à ce que j'ai dit avant, et la bureaucratie du système. Mais on va voir que cette PPL vise en fait à rajouter plutôt de la bureaucratie. Donc c'est un peu, je dénonce quelque chose, mais en fait, j'y apporte pas de solution parce que la solution, ça voudrait dire de réorganiser l'État. Et en fait, je n'ai pas envie de le réorganiser, j'ai plutôt envie de donner plus de pouvoir à l'État. On est toujours depuis 1996 hein, dans cette volonté politique d'étatiser le système, c'est-à-dire toujours considérer que s'il y a des difficultés, c'est parce que l'État n'a pas assez de pouvoir. Et on va voir que cette PPL tente subrepticement, indirectement, en fait, de donner encore plus de pouvoir à l'État dans les territoires. On a évidemment l'État a tout pouvoir à l'échelon national, a tout pouvoir à l'échelon régional, puisque les caisses régionales d'assurance maladie ont fusionné dans une structure étatique. Et en fait, cette PPL vise à renforcer les pouvoirs de l'État à l'échelle des territoires. Rapidement, quelques articles. L'article 1 vise à essayer de définir les territoires de santé. Donc, comme très souvent, en fait, on se dit « Ah, ça va dans la bonne direction », parce qu'en effet, vous savez qu'il y a 12 échelons territoriaux entre votre cabinet médical et l'ARS. Il y a 12 échelons territoriaux. C'est la loi qui le dit. Hein. Alors, je ne vais pas recompter, mais enfin, si la loi le dit, je pense que c'est que ça doit être le cas. Et en fait, on se dit on va simplifier ces territoires-là, et non, parce qu'on va créer un 13e territoire de santé qui va être ce qui est beaucoup aujourd'hui le département, ce qui va être le Conseil territorial de santé, pour ceux qui connaissent, qui est une instance créée par la loi de 2016
qui est en fait souvent à l'échelle départementale une instance démocratique, mais que l'État va récupérer, on va le voir. L'article 1. Alors l'article 2, c'est de donner dans ce conseil territorial de santé un certain pouvoir d'organisation du territoire, c'est-à-dire qu'on va transférer ce qui avait été donné à la CPTS à ce conseil territorial de santé, mais dans des lignes qui sont extrêmement floues. Le conseil territorial de santé, c'est une 60-70 personnes avec 5 collèges qui représentent l'ensemble des acteurs. Donc, instance très intéressante quand on croit à la démocratie participative, mais qui est une espèce d'organe extrêmement flou aujourd'hui. Et cette proposition de loi, en fait, va viser par l'article 3 et 4 à redonner la main pour l'État, puisque l'article 3 et 4 propose que le directeur de l'Agence régionale de santé, donc un représentant de l'État, et le préfet, et là c'est assez intéressant parce qu'on voit que l'ARS n'a plus vraiment en sainteté suffisante pour lui faire totalement confiance, donc on met le préfet dans ce conseil territorial de santé qui est déjà à la main des ARS puisqu'ils sont financés et tout l'ordre du jour des réunions sont fixés. Donc là, certaines reprises en main des territoires par l'État. Ensuite, on a un article 5, je crois, ou 6 sur... là, on voit que malheureusement, on ne sort pas du cloisonnement entre l'hôpital et la ville, puisqu'il y a une proposition qui est de créer une personnalité morale pour les groupements hospitaliers de territoire. Vous voyez, ce qui est l'équivalent un peu de ces PTS qu'on avait créés pour les hôpitaux, uniquement les hôpitaux publics. Évidemment, on ne va pas mélanger quand même les genres. Et là, on propose en fait que ces GHT qui le souhaitent deviennent des personnalités morales, ce qui ne peut évidemment que renforcer ce cloisonnement. Alors, il y a ensuite un article qui vous concerne directement, qui est en fait de rendre obligatoire la permanence des soins pour l'ensemble des médecins libéraux, avec une tournure qui montre que, et c'est là où, à mon avis, il y a vraiment un problème de présentation et de perception, c'est qu'en fait, il est dit qu'il faut mettre fin à cette liberté de faire, à cette perte de contrôle de l'État sur une partie de système qui sont les médecins libéraux. Et donc, il faut que les médecins libéraux rentrent dans le bercail de l'organisation étatique. Et là, la permanence des soins ambulatoires, mais je crois que c'est un des sujets que vous allez traiter après, c'est qu'en fait, y compris pour la permanence des soins dans les établissements, il faut évidemment reprendre la main, remettre de l'ordre et que ça se fasse dans les hôpitaux publics, parce que maintenant, ça suffit d'avoir laissé tant de place au privé. Donc, il y a quand même cette volonté-là de dire stop à l'exercice libéral tel qu'il a vécu, sachant qu'évidemment, ce qui a fait le succès du XXe siècle en ville, ce n'est pas tout à fait une organisation étatique. Mais tout ça n'a pas d'importance aux yeux de ça. Restriction des droits, parce qu'on est dans une PPL qui est très punitive, hein. Encore une fois, qui est évidemment pas écrit dans la forme comme ça, mais donc c'est la suppression d'un maximum de droits, donc, ou d'obligations. Autre restriction, c'est pour les jeunes médecins, interdire l'intérim médical pour les jeunes médecins, puisque évidemment, l'intérim médical participe aux yeux des... normalement, ça donne de la flexibilité, mais il y a tellement de départs dans le public de médecins titulaires qui deviennent intérimaires qu'on considère que il faut maintenant interdire l'intérim. On ne peut pas l'interdire complètement. On l'interdit aux jeunes. Je pense que ça n'a pas beaucoup, à mon avis, de légalité aux yeux de la Constitution. Je ne vois pas très bien comment on peut interdire à un groupe de population ce qui est permis à un autre groupe de population avec des personnes qui ont le même diplôme. Mais on est un peu dans le monde des schtroumpfs, hein, où on pense qu'il faut donner aux grands schtroumpfs tout le pouvoir d'organisation pour que le pays devienne davantage égalitaire. Donc ça, c'est principalement... je regarde rapidement. L'article 7 interdit l'intérim médical.
parce que je ne vous cache pas que je ne le connais pas par cœur. Ensuite, on est sur briser le pouvoir médical. Qu'est-ce que vous avez dit sur ça? L'article au plus de cette PPL habillé de grandes vertus. Bon, en résumé, cette proposition de loi qui n'en est qu'à mi-chemin, puisqu'elle a été votée par 34 députés, alors qu'elle avait été co-signée par 70 à 80 députés avant, je ne vais pas calculer, mais en tout cas au moins par le double. Ça montre que l'impact sur les idées, parce qu'on a un petit peu communiqué sur ce que je vous explique là, paye, parce que c'est vraiment une proposition de loi, qu'on soit d'extrême gauche, du centre, de droite ou d'extrême droite, qui est absolument absurde dans la situation actuelle du système. Encore une fois, quoi qu'on pense sur la chose, puisqu'elle ne vise en rien à essayer d'améliorer, même sur le court terme, le système. Et j'en terminerai par là, c'est une PPL qui est très dogmatique, qui veut véritablement mettre au pas ce qui reste de liberté d'action et d'organisation du système par les acteurs, donc par les libéraux, de la même façon ce qu'on a fait, en fait, on réplique ce qu'on a fait dans l'hôpital public, en essayant d'une part de briser le pouvoir médical de ceux qui l'avaient, les chefs de service et les PH, et de restreindre au maximum la liberté d'action des acteurs. Eh bien, puisque ceux qui portent cette loi sont encore une fois ceux qui ont porté et qui ont magnifiquement, évidemment, mené la barque de l'hôpital public pour l'amener là où il est aujourd'hui. Eh bien, ces mesures-là sont répliquées dans l'exercice libéral aujourd'hui. Voilà. Donc, on est en plein dogme. Et c'est ce dogme contre lequel il faut lutter. Personnellement, je pense que ce n'est pas lutter par un dogme, c'est lutter par une proposition qui permette de redonner de l'espoir dans un système universel et solidaire dans lequel le secteur public est fort, mais dans lequel le secteur privé l'est au moins autant et garde toutes ses spécificités. Parce que la force du système, c'est de pouvoir faire cohabiter deux secteurs qui ont une organisation et une logique différente, mais une finalité semblable, qui est évidemment la prise en charge de tous les patients dans les meilleures conditions possibles. Voilà un petit peu. Donc la PPL Valletoux, c'est un non-événement, mais dont il faut se servir avec force pour montrer que l'État véritablement porte une lourde responsabilité dans l'état du système et donc il faut vraiment que cet État change de braquet et change de vision sur les acteurs. Les acteurs sont la solution, en particulier les médecins libéraux, c'est ce que je pense depuis longtemps, mais ne sont pas des êtres parfaits, comme les PH ne sont pas des êtres parfaits, mais ça fait partie de la solution et non pas du problème. Ok, merci beaucoup Frédéric, merci pour votre analyse. Alors, on rappelle que la loi a été votée à l'Assemblée nationale, qu'elle doit donc passer ensuite au Sénat. Il est question de septembre-octobre, et qu'ensuite, il y ait une commission mixte paritaire qui se mette d'accord. Donc, il est clair que notre objectif dans la mobilisation, on en parlera tout à l'heure, d'octobre, est dans le bon timing pour mettre la pression sur cette loi. Alors, on va regarder maintenant des points très précis qui nous importent, que nous, avec notre vision de spécialistes de terrain et de négociateurs, je dirais, on apprécie. Et je donne la parole donc à Patrick Gasser qui va nous parler des comités territoriaux de santé et cette suradministration qui nous menace. Merci Philippe de me donner la parole et surtout merci à Frédéric d'avoir fait la présentation un peu globale de cette PPL, de cette petite loi. C'est des termes très administratifs tout ça. Et on est en plein dans la suradministration aujourd'hui. Pourquoi on est en plein dans la suradministration? Frédéric l'a dit. Premièrement, elle est portée par un ancien président de la Fédération hospitalière de France. Donc, on connaît ce qu'il a fait de l'hôpital public aujourd'hui et je pense qu'il va nous amener malheureusement les mêmes déboires. Alors, si on prend le premier article, qui est un article très important, qui est la constitution de ces conseils territoriaux de santé, qui existaient déjà, mais dont on va
modifier la composition, on va mettre plus de politique, plus d'administratif, et puis ça va être géré vraiment là en direct par l'ARS et par le préfet. Comme l'a dit Frédéric, il y a des éléments très importants. Le préfet revient à la charge et je dirais maille un peu l'ensemble du système d'organisation. Alors, c'est quoi les missions des CTS? Eh bien, c'est l'élaboration d'objectifs prioritaires en matière d'offre de soins et donc d'accessibilité aux soins et de diminuer, entre guillemets, ce qu'on appelle les inégalités de santé. Certains ont dit, ouf, on est passé à côté d'un article sur les clauses à l'installation. Eh bien, aujourd'hui, au travers de ces conseils territoriaux de santé et des missions qu'ils vont avoir, eh bien, on n'est pas du tout passé à côté. Pourquoi? Parce qu'ils vont faire un diagnostic. Et ce diagnostic, il va être quasiment opposable avec la mise en place de mesures qui vont être définies, qui sont définies dans le texte comme des missions prioritaires. Donc, on va réfléchir au maillage du territoire. Et le directeur d'ARS, après avoir, je dirais, consulté l'ensemble des acteurs de ce territoire, les établissements de soins, privés, publics, eh bien, s'il n'y a pas de réponse, notamment au premier recours, notamment, et c'est dit effectivement dans le texte, notamment à la mise en place de consultations avancées, eh bien, lui peut les imposer, il peut les structurer. Il a une enveloppe spécifique, il peut mettre une enveloppe spécifique pour mettre en place ce maillage du territoire. Donc, il va, lui, organiser. Et ça, si ce n'est pas une vraie opposition au modèle libéral, je ne vois pas du tout ce que c'est. Et donc, c'est pour ça que sur cette loi, et dès le premier article, et on le verra dans les autres articles exposés par mes collègues, que tout va à l'encontre de l'expression libérale et de la constitution même de notre vision libérale. Mais par exemple, vous regarderez même des aides à l'installation. Eh bien, les aides à l'installation seront sujettes à cette organisation dictée par l'ARS. Vous voyez que ces éléments vont contraindre demain de plus en plus notre exercice. C'est, à mon avis, un des articles qui me paraissent le plus important dans cette structuration. Voilà. Alors, je ne parle pas de la démographie, parce que la démographie, là aussi, c'est l'ARS qui va rentrer dans cette réflexion sur les spécialités, à la fois le nombre d'internes sur les spécialités, le nombre, la localisation, même voire l'élément préférentiel des médecins à aller dans tel ou tel territoire. Donc tout ça fait que il faut absolument aller contre ce texte. Et je pense que la mobilisation, on en parlera à la fin, quel type de mobilisation, et il faut absolument que tous les acteurs libéraux se mobilisent, à la fois ceux qui travaillent en établissement, mais ceux qui sont aussi en ambulatoire, parce que l'impact est pour tout le monde. Voilà. Très rapidement, c'est voilà. Je crois que même dans cet article 1, il y a la possibilité dans les CTS de salarier les médecins. Tout à fait. Donc ça, c'est en main voilà. à l'ARS. Ce qui ne s'est jamais vu aujourd'hui dans un autre texte. C'est bien la première fois. Merci Patrick. Alors, je vais passer la parole à Vincent Prado, président du syndicat des cardiologues, et je lui pose la question pour relancer
pour le motiver, les médecins spécialistes vont être obligés de s'inscrire dans une CPTS. Bonsoir, bonsoir Philippe, bonsoir à tous. Je pense que tu as très bien lu cette PPL et tu sais comment ils vont pas être obligés, ils vont l'être de fait, puisque l'article 3 de cette PPL prévoit que tout médecin, et donc tout médecin, tout professionnel de santé qui exerce sur le territoire sur lequel il y a une CPTS qui a signé une convention, va être rattaché à cette CPTS. A été ouvert et a été rajoutée la possibilité pour de s'y opposer, mais en fait, il faudra faire une démarche proactive pour s'en extraire. Démarche proactive dont à date, on n'a absolument aucune idée de quelles seront les modalités pratiques, puisque c'est renvoyé à des arrêtés qui ne sont bien entendu pas encore prévus. Alors, juste pour donner l'absurdité de la chose, la première chose, c'est qu'il n'échappe à personne que les CPTS sont des associations loi de 1901. Et donc là, on va rendre obligatoire l'adhésion à une association de loi 1901. Donc, j'imagine que c'est un risque juridique, entre guillemets, qui a dû être identifié par les députés. Je ne suis pas complètement certain. Mais voilà, ça, c'est un premier coin dans l'affaire. Le deuxième coin dans l'affaire, titre personnel, enfin voilà, et comme beaucoup de spécialistes, notre territoire, les patients, la zone que l'on couvre ne se résume pas à une CPTS. Elle se résume peut-être à 1, 2, 3 CPTS. Titre personnel, mon cabinet, on est adhérent à 2 CPTS. Donc, je suis rattaché à laquelle ? À celle dans laquelle géographiquement est mon cabinet et qui marche très mal avec une gouvernance absolument catastrophique, ou je reste rattaché à celle qui est un petit peu plus loin et qui fonctionne mieux parce que la gouvernance est beaucoup plus solide. Troisième point qui est finalement aussi qui est un petit peu la dérive qu'on voit apparaître dans un certain nombre de CPTS, c'est que par rapport aux spécialistes, les préoccupations de ces CPTS, dont la gouvernance est de plus en plus prise en charge par des paramédicaux plus que par des médecins, d'ailleurs, en tout cas en Nouvelle-Aquitaine, c'est ce qui se passe, est complètement décalé par rapport à la prise en charge de nos patients. Récemment, on a eu un exemple très précis de parcours d'insuffisance cardiaque. Donc, l'insuffisance cardiaque, c'est une des lignes qui coûte le plus cher actuellement à la sécurité sociale. C'était dans le PLFSS de l'année dernière, qui était une action forte de l'assurance maladie. On a vu fleurir des parcours de soins d'insuffisance cardiaque complètement hors sol avec des référentiels qui datent de 2007. N'ont jamais consulté personne, ni le collège, ni le Conseil national professionnel, ni aucun expert cardiologie pour mettre ça en place. Donc voilà. Donc là, tout ça pour dire qu'on crée une obligation supplémentaire de fait qui pose 2-3 problèmes juridiques et qui surtout, pour nous les spécialistes, ne correspond à rien, puisque ce qu'on portait dans les discussions conventionnelles, c'était la création d'ESS qui nous paraissent beaucoup plus adaptés à notre exercice, et que les CPTS, il faut probablement collaborer avec elles, mais plutôt en effecteur, et être réduit à une seule CPTS paraît absolument hors sol. Merci Vincent, merci pour ces précisions. Le sujet suivant, c'est moi qui dois le traiter, c'est la PDSES. Alors c'est un sujet qui nous passionne depuis des années, et là, il faut dire que c'est le pompon dans cette loi Valletoux. Alors d'ailleurs, si à disposition, je ne l'ai pas encore fini, mais vous avez ici le rapport IGAS qui vient de sortir et qui, bien sûr, soutient 128 pages, soutient la loi Valletoux. Il est à disposition, il est rendu public. Alors, rappelons quelque chose qui sont de bon sens. Le secteur libéral, et en particulier dans les établissements, pendant des années, on a été brimé
parce que nous n'avions pas de ligne d'astreinte de PDS-ES. Il a fallu se battre en 2005-2006 pour reconnaître, et l'histoire est là, pour reconnaître dans les établissements où il y avait un service d'urgence, une ligne de chirurgie dite molle, viscérale, et une ligne de chirurgie dure et une ligne d'anesthésiste. Et puis en fonction des régions, en fonction des ARS, on a pu gratter quelques lignes complémentaires pour d'autres spécialités, radiologie, cardiologie, etc. Et on s'est battu pendant des années pour essayer de participer et avoir une reconnaissance de notre travail d'astreinte dans ces établissements. Et maintenant, donc dans la loi Valtou, la seule chose qui apparaît, c'est que bien sûr, il va falloir rendre la PDSS obligatoire, mais surtout, la seule chose qui apparaît, c'est qu'on a pu modifier dans cette loi le problème de la responsabilité des spécialistes qui iraient du secteur libéral prendre des astreintes dans le secteur public. C'est à sens unique. Alors, j'explique. Aujourd'hui, si vous êtes spécialiste libéraux dans un établissement, pour aller prendre une astreinte ou une garde dans un hôpital public, il faut, la loi le permet là, vous allez avoir la responsabilité, l'assurance de l'établissement public. Si un PH de l'hôpital public vient dans un établissement privé pour prendre une astreinte ou participer à la PDSES, il ne peut pas, parce qu'il faut créer un groupement de coopération sanitaire qui n'existe pas. Et donc, la seule modification qui a été faite, portée par la DGOS, donc soutenue par les pouvoirs publics et soutenue par le gouvernement, c'est juste de permettre aux spécialistes libéraux d'aller prendre des astreintes à l'hôpital public. Voilà où on en est. Quand vous lirez, je n'ai pas fini la lecture, mais du rapport IGAS, c'est assez préoccupant. Et là, il est hors de question, pour certaines spécialités en particulier, comme les nôtres, de transporter les chirurgiens pour aller prendre des astreintes dans des blocs avec un risque opératoire augmenté par méconnaissance des équipes, du matériel, de l'environnement. Ça, c'est impossible. C'est pour nous une ligne rouge. Voilà. Alors, la parole ensuite est à Loïc Kerdiles, parce que dans cette loi, à la fois au début de l'installation, et en particulier sur l'intérim, mais aussi à la fin, là aussi il y a une pépite qui va nous dire, là, pour les professionnels qui veulent partir à la retraite. Loïc, tu es là? Oui, vous m'entendez? Oui. Voilà, c'est parfait. Très bien. Bonsoir à toutes et à tous. Ouais. Loïc Kerdiles, président du syndicat AL, des anesthésistes libéraux. Oui, en effet, Frédéric Bizard l'a évoqué tout à l'heure au sujet de l'intérim, hein, l'interdiction aux jeunes médecins de pratiquer de l'intérim au décours de leur formation. Alors, lorsque l'on sait que 30% des postes à l'hôpital ne sont pas pourvus cette année, ça fait à peu près 15 000 postes de praticiens hospitaliers qui ne sont pas pourvus, on va empêcher ces jeunes médecins en formation, au décours de leur formation, d'acquérir une autre expérience, parce qu'on voit bien les difficultés qu'ont les jeunes actuellement à venir soit en stage, en stage libéraux, ou bien à faire des remplacements lors de leur formation. On voit bien que l'intérim médical était une façon de leur donner une expérience pour aller voir ce qui se passait de l'autre côté de la barrière vers le monde libéral. Et bien maintenant, ils ne pourront plus pratiquer de l'intérim médical et ne pourront plus avoir cette possibilité. Et on voit bien que l'État, par cette mesure dénuée de bon sens, va, soi-disant, dans une notion de renforcer l'attractivité de l'installation des plus jeunes. Bon, on verra bien, est-ce que cette interdiction sera applicable pour une minorité, les plus jeunes. Et pour finir, mes propos sont assez courts, c'est pour la retraite. Jusqu'à maintenant, on devait communiquer
auprès de notre conseil départemental notre départ à la retraite ou cessation d'activité. Maintenant, il faudra faire un préavis auprès du DGARS 6 mois avant de cesser son activité. Il faudra le signaler auprès de la direction générale de votre ARS. Alors, qu'est-ce qu'ils ont derrière la tête? On n'en sait rien. Si vous êtes dans une zone non pourvue ou dépourvue en spécialiste, si vous ne rentrez pas dans les clous, vous voulez prendre votre retraite plus tôt, est-ce qu'il y aura la possibilité de vous bloquer encore pendant quelques mois? On ne sait pas quel est vraiment le sens encore de cette mesure coercitive. On voit bien que ce sont deux mesures qui viennent vraiment, une fois de plus, chatouiller, on va dire, notre liberté, notre indépendance professionnelle et renforcer le pouvoir de l'État sur dès le début de notre carrière et à la fin de notre carrière, et nous diriger, comme on a vu, vers ces CPTS, vers ces CTS, vers cette PDESS partagée unilatéralement avec l'hôpital public. Bon, tu m'entends, Philippe? C'est bon, merci Loïc, c'était très bien. On tient les timings. Alors, on passe la parole maintenant à Thierry Bourg, parce que dans la loi Valtou, il y a un long chapitre sur la validation des diplômes étrangers. Alors, je sais que le sujet est toujours un peu sensible et tabou, mais on voit depuis de longues années dans notre système de santé coller les étudiants en médecine et donc pénaliser les étudiants français, et pas à côté de ça, on voit des filières organisées, bien structurées pour valider des praticiens étrangers qui arrivent. Et je donne la parole à Thierry Bourg, qui est le président du syndicat des ophtalmos et qui connaît bien ce sujet. Oui, merci Philippe. Vous savez qu'effectivement, le numerus clausus a été géré de façon calamiteuse entre 1980 et disons, à peu près 2015. Ça a eu pour conséquence que des dizaines de milliers d'étudiants français, finalement brillants, n'ont pas été validés dans leurs études médicales. Et puis, depuis une dizaine d'années, on a un recrutement massif en fait, de praticiens étrangers. Alors, il y a la moitié qui vient à peu près de l'Union européenne, et ça n'y peut pas grand-chose. Ça tient à l'élargissement de l'Union européenne, notamment au milieu des années 2005-2006. Mais depuis 10 ans, par exemple, dans ma spécialité, ça représente quand même 40% des nouveaux inscrits au Conseil de l'Ordre. Donc, 40% des nouveaux ophtalmos ont des diplômes étrangers depuis 10 ans. Pour certaines spécialités, on est monté à 60%. Donc, c'est quand même étonnant qu'un pays comme la France n'ait pas été capable de former suffisamment d'étudiants en médecine, et ça montre à quel point la gestion a été calamiteuse. Alors, en 2020, en plus avec le Covid, ils ont introduit une procédure dérogatoire pour gérer le stock, c'est-à-dire les étudiants étrangers, les praticiens étrangers qui n'avaient pas réussi à passer l'épreuve de vérification des connaissances, qui est le début finalement du cursus de validation des PADU en France, qui dure maintenant 2 ans au lieu de 3 ans auparavant. Ça concernait quand même 3000 validations en l'espace de 2 ans, 2021-2022. Là, on vient d'annoncer au mois de mars qu'on va créer 2400 postes à l'EVC. Donc, vous voyez qu'on reste sur des niveaux quand même très élevés. Et puis, donc, arrive cette loi, donc c'est l'article 9 et 10 de la loi Valtou. L'article 9, ça concerne le Code de la santé publique. Ça consiste à faire une attestation temporaire d'exercice pour les PADU, donc les praticiens hors Union européenne, qui seront affectés dans des établissements publics, dans des ESPIC, dans des établissements médico-sociaux, mais la médecine libérale est complètement exclue. Ça va créer en fait un appel d'air, c'est-à-dire qu'on va faire venir des praticiens étrangers qui ne sont pas actuellement sur le territoire national, puis on va leur dire vous avez 1 an pour vous inscrire aux EVC. Donc finalement, le volume des EVC futurs va être dicté un peu par le volume d'air qu'on va faire entrer de praticiens étrangers sur le territoire. L'article 10, lui, il est du côté du code de l'entrée et du séjour des étrangers, donc c'est une sorte de discrimination positive, puisqu'on va créer en fait une carte pluriannuelle qui va s'appeler Talent, profession médicale et la pharmacie, qui va durer
qui ont une validité de 13 mois si les praticiens ne sont pas actuellement dans le circuit des validations des PADU, ou alors s'ils ont un poste permanent, en tout cas au moins temporaire, ils pourront rester 4 ans. Donc la conséquence de tout ça, en fait, c'est qu'on va vers un appel d'air à de nouveaux praticiens étrangers, avec l'objectif essentiel de renforcer l'hôpital public, puisqu'on ne pourra pas les mettre en stage, en fait, en dehors des établissements publics et les ESPIC. Alors qu'il faudrait, en fait, il faudrait plutôt investir massivement sur la médecine libérale, sur les stages en médecine libérale, notamment dans les zones sous-dotées. Et puis, c'est là où on a besoin, finalement, de ces praticiens étrangers. Donc, je pense que s'il faut essayer de faire évoluer la loi sur ces deux articles, c'est notamment en essayant d'arriver à ce que ces praticiens étrangers qui vont arriver apparemment de toute façon puissent également intégrer les cabinets médicaux. Alors, je ne sais pas s'il faut éventuellement demander à ce que les cabinets médicaux qui adhèrent à une ESS ou à une CPTS puissent se porter candidat pour les recevoir, mais ça serait un moyen de renforcer finalement l'attractivité aussi de la médecine libérale et puis pas seulement viser le renforcement de l'hôpital. Merci Thierry, merci beaucoup. Alors on continue et on va faire le lien avec loi Valtou et absence de convention aujourd'hui. Je donne la parole à Bertrand de Rochambeau, qui est le président du SYNGOF, des gynéco-obstétriciens et coprésident de Avenir Spé-le-Bloc, et qui va nous parler du secteur 2, aujourd'hui toujours en vie, grâce à nos actions multiples répétées depuis quelques années. Bertrand, c'est à toi. Est-ce que Bertrand est là? Bertrand, il ne sait pas siffler. Bertrand. Oui, les zones. Ah, on ne te voit pas bien, Bertrand. M'entendez-vous? On ne t'entend pas bien non plus. J'ai un réseau qui est très mauvais. Voilà. J'ai beaucoup de coupures. C'est mieux? C'est mieux. Coupe peut-être ta vidéo si tu veux. Oui, oui, oui. Alors, bien sûr, comment en est-on arrivé là? Il y a eu un conventionnel, nous avons et nous avons pesé, nous avons beaucoup travaillé pour peser pour tous les spécialistes, et vous vous souvenez peut-être qu'au départ, nous avons bloqué les premières réunions en novembre pour avoir des éclaircissements sur l'accès au secteur à honoraires libres, le secteur 2. Nous n'avions en effet aucune garantie à ces dates-là que les jeunes confrères qui sortaient de l'internat puissent avoir les titres qui leur permettaient d'accéder naturellement au secteur 2 s'ils le souhaitaient. Et nous n'avons repris les négociations que quand il y a eu des assurances. Finalement, malgré l'échec de la négociation pour d'autres éléments, eh bien, le règlement arbitral a gardé cette proposition et cette assurance. Donc, nous l'avons fait rentrer dans le minimum acceptable par la Caisse et par Annick Morel qui nous a validé le règlement arbitral. Donc, nous restons rivés sur cette nécessité pour nous spécialistes d'avoir le choix de la liberté tarifaire, qui est une des raisons pour lesquelles on peut encore être entrepreneur et exercer nos spécialités avec suffisamment de souplesse. Et notre échec à signer cette convention a mis fin donc à ces discussions, et un deuxième temps est apparu. Un temps législatif, cela nous bien expliqué dans les paroles même du président. Le temps législatif a suspendu le temps des négociations. Et malgré nos demandes, et nous n'étions pas les seuls, de reprendre au plus vite les négociations conventionnelles,
car nous sommes des conventionnels, eh bien, le gouvernement a dit stop. Maintenant, c'est le temps législatif et c'est là où les élus, et on vous en a fait la description fine, ont saisi la capacité par une loi dont on verra où, mais qui est une menace vraiment très, très, très sur le monde libéral, sur la médecine telle que nous l'exerçons, établissement comme en ville. Et cette question, on l'a encore tout récemment, dernier rapport de la Cour des comptes, différent du rapport sur la PDSES et des comptes à sortir, qu'il n'y a de contrôle du monde conventionnel. Une pression sur l'assurance, sur nous. On t'entend mal, c'est pas très agréable maintenant. On va essayer de continuer sur la convention. Ce que tu as dit était très important. On a réussi à mettre dans le règlement arbitral minimal la possibilité pour les jeunes de rentrer en secteur 2. Ça, c'est quand même une grosse victoire pour la suite. Nous étions très inquiets parce qu'on a vu apparaître la loi Valtou, et vous savez qu'il y avait une autre loi qui était en discussion, qui a été plus ou moins absorbée par la loi Valtou, mais compte tenu aujourd'hui de l'Assemblée nationale, on risque toujours un projet de loi qui supprimerait le secteur 2. Je rappelle que régulièrement, depuis plus de 10 ans, un amendement est porté au PLFSS chaque année pour supprimer le secteur 2. Et chaque fois, on résiste, on arrive à se tirer d'affaire. Alors aujourd'hui, nous sommes en règlement arbitral minimal. Dès cet échec de négociation, nous avons demandé au ministre et au directeur de l'assurance maladie de rouvrir les négociations. Je ne sais pas si vous avez été sensible, mais je crois le 3 juillet, il y avait un mouvement de grève dans les hôpitaux publics et la réponse du ministre a été de dire il n'y a plus d'argent pour la santé. Donc si on dit ça à l'hôpital public, bien entendu, il ne va pas y avoir d'argent pour le secteur libéral. Or, dans la négociation conventionnelle, deux sujets nous préoccupaient. Bien sûr, pour les généralistes, la revalorisation du C, mais aussi pour les spécialistes, la revalorisation de l'APC et d'autres points de consultation. Et un très gros sujet qui nous concerne tous, toutes spécialités, c'était la réforme de la nomenclature. Or, vous savez qu'on nous avait dit que la réforme de la nomenclature allait arriver en septembre 2023, etc. Il semble qu'il y ait bien sûr du retard et que nous n'aurons rien aujourd'hui de concret sur la revalorisation des actes techniques et de la nomenclature. Et donc tout ça nous inquiète beaucoup parce qu'on voit bien que ils vont faire traîner en durée le règlement arbitral minimal sans revalorisation. Et il y a des situations aujourd'hui extrêmement pénibles pour certaines spécialités. Il y a des situations extrêmement pénibles pour ce que nous avions mis en place, par exemple le secteur 2 Optam-CO, qui est aujourd'hui impossible à tenir. Il n'y a rien eu pour l'inflation. Nous sommes peut-être les seuls professionnels aujourd'hui qui n'avons rien eu pour l'inflation que nous avons pris dans les cabinets entre 15% et plus pour certains. Et donc, c'est la deuxième raison aujourd'hui pour se mobiliser. Hein. Et donc, on enchaîne sur la troisième partie de notre webinaire, c'est-à-dire que faire. Alors, Patrick, les autres coprésidents, tous ceux qui ont été dans les négociations, c'est pas le manque d'énergie, le manque de discussion, le manque
de réunions jusqu'à tard, de propositions que nous avons fait pour faire avancer les choses. Et donc, on n'a rien dit jusqu'à maintenant parce que nous étions dans la proposition d'essayer d'avancer, à la fois avec le ministre, à la fois avec la Caisse d'assurance maladie. Mais là, aujourd'hui, c'est trop. C'est trop. Ils nous ont mis, pendant les négociations conventionnelles, la loi RIST, au même moment où on négociait. Ils nous ont mis, en sortant de la négociation conventionnelle, la loi Valtou et le règlement arbitral minimal. Donc, spécialistes libéraux, quelle que soit votre spécialité, maintenant, il faut se mobiliser. Alors, vous allez me dire, comment on peut faire? Nous, on a tout essayé dans ce qu'on appelle la négociation. La négociation sans rapport de force. Et nous avons un peu d'expérience là-dessus, malheureusement, parce que ça fait quelques années que nous sommes un peu dans ces représentations. Nous pensons qu'il faut préparer un mouvement, une mobilisation de tous les spécialistes libéraux. La date a été déjà avancée et soutenue par tous les syndicats de médecins libéraux. C'est la date du vendredi 13 octobre. Et donc c'est cette date qui n'est pas une date anodine, qui est une date réfléchie. Pourquoi? Parce que en octobre, il y aura un vecteur législatif qui s'appelle le PLFSS. Tous les ans en octobre, il est proposé. Il y aura l'examen de la loi Valtou, probablement au Sénat. Il y a ensuite des vacances qui commencent le 20 octobre. Donc tout ça nous fait penser que si nous préparons dès maintenant, parce que ça se prépare très à l'avance, dès maintenant, une mobilisation pour dire stop, à partir du 13 octobre, vous n'aurez plus de spécialistes libéraux. D'accord? Je pense que les pouvoirs publics vont réfléchir quand même à cette situation. Donc, nous avons la solution entre nos mains. Si nous sommes capables de nous mobiliser tous, cabinets, établissements, CME, dans les établissements, toutes spécialités confondues, nous aurons la solution. Donc ça, c'est un message que vous devez porter, que chacun doit porter. Nous allons communiquer là-dessus. Nous allons monter en pression pour préparer ce mouvement. Alors, moi, je suis le ministre de la Santé ou je suis le Premier ministre. Quand je commence à entendre, dès le mois de juillet, que tous les syndicats de médecins libéraux spécialistes, que toutes les spécialités vont s'arrêter dans un mouvement qui ne va pas durer un jour. C'est sans limite de reprise. On va dans un mouvement dur. On va s'arrêter à partir du 13 octobre. Je pense qu'ils vont commencer à réfléchir et à reprendre peut-être les négociations. Patrick, un mot sur... Oui, on est octobre, c'est le bon timing et Philippe vient de le dire. Ce qu'on a voulu vous montrer aujourd'hui, c'est que globalement, il y avait des problématiques d'accessibilité aux soins et que le gouvernement n'a reporté la faute que sur le milieu libéral. Alors qu'on a... Et cette loi, la loi Valtou, est un constat d'échec de l'hôpital public. Alors, aujourd'hui, le gouvernement n'a aucun levier sur l'hôpital public. Il cherche donc des leviers sur le libéral. Et donc, cette loi qui n'amènera rien, mais qui amènera des obligations, et donc on les verra, et vous les verrez, vous, dans votre vie quotidienne, associés à, on l'a vu, échec de la Convention, donc absence de revalorisation, et donc absence de quoi? De progression dans vos entreprises. Pourquoi? Parce que vous avez aussi des charges qui vont évoluer, et donc le risque, c'est encore de diminuer l'accessibilité aux soins. Puisque si on prend un exemple, prenons les radiologues, si par exemple on leur dit il n'y aura plus d'évolution tarifaire, que vont-ils faire? Eh bien, on va faire de la restriction, et la restriction va diminuer le maillage du territoire.
c'est ce qu'on va tous faire. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, eh bien, il faut que tout le monde se mobilise pour que, globalement, on dise et qu'il y ait un mouvement fort. Parce que des mouvements forts de la médecine libérale, il y en a eu assez peu. Et celui qui a bien marché, et pour ça qu'on a pris aussi ce modèle-là, c'est le modèle de la mobilisation des chirurgiens. 2004. C'est gentil. Non, mais c'est vrai. Attendez, c'est un constat. Il y a eu, ce mouvement n'a duré que 48 heures, même peut-être pas 48 heures. D'accord? Philippe, à l'époque, a dû être contacté plus rapidement que l'éclair. Et il faut se mettre dans cette même situation. Et c'est pour ça qu'on se laisse 3 mois. On veut, par cette pression, on augmente la pression, se mettre dans la même configuration qu'en 2004. Et où, je le rappelle quand même, les chirurgiens avaient eu une augmentation significative. 25%, c'était significatif. Alors que si vous regardez règlement arbitral, toutes les spécialités n'ont pas eu les 6%. Le 1,50 € correspond à 6% de la consultation du médecin généraliste. Ça veut dire que nous, on n'a globalement rien eu. Voilà. Et donc, par cette mobilisation, peut-être qu'il n'y aura pas besoin de cette mobilisation, du moins effective, mais il faut mettre cette pression pour qu'on puisse à la fois renégocier une convention, et on a des propositions, on a de nouvelles propositions, et on en a besoin pour le secteur 2, encadrer le secteur 2, parce qu'il faut proposer à nouveau un nouvel Optam assez haut, etc. Voilà comment on doit mettre la pression. Et c'est à vous de nous accompagner. C'est pas que les présidents de syndicats qui peuvent à eux seuls foutre cette pression. Alors, on doit répondre maintenant à plein de questions qui sont là. Il y a première question, Béatrice, sur les modalités, non? À l'heure actuelle? Oui. Oui. Alors, il y a une remarque dans la salle qui est proposer avec les généralistes le déconventionnement, faire bande à part est juste une drôle d'idée séparatiste et corporatiste. Et en fait, peut-être revenir, est-ce que c'est possible oui. pour les spécialistes de se déconventionner? Vous savez qu'actuellement, il y a un mouvement dit de déconventionnement qui est porté par une structure syndicale que nous soutenons et que nous aimons bien, qui est l'UFML. Ce mouvement de déconventionnement, moi je le rappelle, elle va concerner essentiellement le secteur 1. Pour quelle raison? Parce que quand vous êtes en secteur 2 et que vous vous déconventionnez, vous perdez votre secteur 2. Et donc aujourd'hui, la problématique, et moi je le dis très simplement, généraliste et spécialiste de secteur 1, vous devez vous déconventionner parce que c'est la position forte, menaçante pour les pouvoirs publics. Mais je ne peux pas soutenir l'idée de dire au secteur 2, déconventionnez-vous. Parce que d'abord, ça pose de nombreux problèmes pour certaines spécialités, comme les nôtres, les dispositifs implantables, les prothèses, la prise en charge dans les établissements, etc. Et donc, voilà. Mais par contre, spécialité de secteur 1, bloquée tarifairement, etc., ben, pourquoi pas? Allons-y. Donc, il n'y a aucun problème pour nous. C'est deux mouvements qui sont parallèles et qui ne s'opposent pas. D'ailleurs, l'UFML soutient le mouvement du 13 octobre sans aucune gêne. Autre question? Alors, que faut-il faire pour s'organiser pour le 13 octobre et que nous conseillez-vous? Ça, c'est une très bonne question. Parce que nous, on a un peu l'habitude de ça. Si on ne fait rien, on va arriver au 13 octobre non préparé. Or, aujourd'hui, il faut se préparer. Quelles sont les préparations? C'est assez simple. Il faut rayer vos rendez-vous à partir du 13 octobre. Il faut
pas prendre de rendez-vous, il ne faut pas programmer d'intervention, pas programmer d'intervention, pas programmer d'acte technique, pas programmer de consultation, en disant attention, à partir du 13 octobre, nous ne serons pas là. C'est simple. Mais nous, on va communiquer là-dessus à partir de maintenant. Alors, bien entendu, juillet, août, ce sont des mois qui sont, etc. Mais néanmoins, ça va commencer à monter en pression. Et puis, dès début septembre, ça va continuer. Mais dès maintenant, et en particulier, je m'adresse à ceux qui programment des interventions chirurgicales ou des examens compliqués, etc., qui nécessitent de la préparation, ben, déjà en octobre, pour certains, c'est déjà un peu juste. Donc, la mobilisation, c'est ça. C'est dans les établissements, on s'aperçoit qu'à partir du 13 octobre, il n'y a pas de malades programmés. Les renseignements généraux vont commencer à rapporter ça. Et les pouvoirs publics vont commencer à se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Les ARS vont dire, mais qu'est-ce qui se passe? Et donc, c'est ça qui fait la mobilisation et la portée. Peut-être, si la mobilisation et la préparation est très importante, nous n'arriverons pas au 13 octobre, parce que les pouvoirs publics vont vouloir négocier pour reprendre des discussions. Si on ne le fait pas, ça sera, à mon sens, le dernier combat pour l'exercice libéral des spécialistes. Il faut bien dire que c'est vrai que certains peuvent se dire mais que je suis seul. Alors, premièrement, dans un établissement, on est rarement seul, et donc il faut s'encadrer de son environnement. Pour ceux qui sont plus en ambulatoire, je pense qu'il y a aussi les syndicats et les syndicats de verticalité qui feront de l'information. Et je pense qu'on est toujours mieux à plusieurs. Donc, je pense que vous en parlez, vous n'êtes jamais seul. Vous parlez de vos dossiers avec des copains, avec plein de choses. Et c'est là où la mayonnaise monte aussi. Et en proximité, il faut que cette proximité vive. Alors nous, si on nous appelle, on sera se mobiliser et venir. D'ailleurs, je suis venu aujourd'hui de mes lointaines contrées, bien sûr, à Toulouse. Mais je pense que si vous avez besoin de nous, on descendra. On descendra pour vous accompagner et on descendra pour, je dirais, souder le bloc, souder les uns avec, vous soudez les uns avec les autres. Voilà. D'autres questions? Beaucoup de commentaires en fait sur l'Optam, sur sortir ou pas de l'Optam et les conséquences, enfin, pas les conséquences, mais en fait le mécontentement qu'il y a. Il y a aussi un commentaire sur le fait que toutes les consultations sont déjà pleines pratiquement jusqu'à l'été pour certains, à l'hiver je veux dire pour certains. Ça bien sûr c'est un problème. Bertrand va nous donner les consignes pour l'Optam parce qu'il domine bien la question. L'Optam a été signé pour 5 ans. Nous étions en 2016. Donc aujourd'hui, nous n'avons plus d'engagement. Tous nos engagements, des tarifs de modération, étaient valables 5 ans. Ils devaient être renégociés. C'était entendu ça au départ. On a prolongé la convention. On n'est pas arrivé à en signer une nouvelle. Et l'assurance maladie n'a pas voulu revoir sa copie. Honnêtement, personnellement, je me sens plus engagé par mes tarifs de 2016, qui eux-mêmes étaient calculés depuis 2013. Donc, je pense qu'il faut, et ça c'est un acte de rébellion qui ne nous gênera pas dans la renégociation, mais tous ceux qui veulent sortir de l'Optam peuvent parfaitement sortir. Il ne faut pas oublier que c'est une liberté qui est précisée au départ. Chacun en sort quand il le souhaite. Une simple lettre suffit et ça se fait dans le mois qui suit. Donc là, il ne faut pas se sentir contraint. Je pense que ceux qui s'enferment dedans, c'est qu'ils y trouvent encore un intérêt. Mais dès que chacun n'y trouve plus d'intérêt, il faut en sortir. Ce sera notre job que de renégocier peut-être, dans le cadre du secteur 2,
de nouveaux avantages tarifaires. Merci Bertrand, c'est clair. J'ai une question sur où en est-on des charges sociales des médecins à la retraite, promesse du président. Bien, il y a le texte est sorti, et sur ce texte, effectivement, il y a une prise en charge, mais donc dans le cadre du cumul emploi-retraite, mais avec un BNC inférieur à 80 000 euros. Voilà. Donc, est valable uniquement sur l'année 2023. Exactement, essentiellement sur l'année 2023. Non, totalement. Ça s'arrête à la fin de l'année. Tout à fait. Alors, on verra sur le PLFSS. D'accord ? Voilà. Voilà. On a une question sur la PDSA dans la loi Valtou et quelle est la politique d'Avenir SP Le Bloc à ce sujet. La politique d'Avenir SP Le Bloc, c'est que, en tant que médecin spécialiste responsable, nous sommes favorables à prendre de la permanence de soins dans les établissements de soins et de la permanence de soins en ambulatoire. Simplement, ça fait 20 ans que nous le demandons et qu'aujourd'hui, il est hors de question que nous allions à l'hôpital prendre la permanence de soins. Donc, c'est très clair, nous sommes engagés pour valoriser, reconnaître et fortifier la permanence de soins pour le secteur libéral dans chaque territoire de santé. Donc aujourd'hui, il y a de nombreuses lignes d'astreinte qui ne sont pas reconnues. Dans le rapport IGAS, vous verrez, parce que c'est un de mes points forts, il y a aujourd'hui des astreintes chirurgicales qui sont à 0,3 ou à 0,5, c'est-à-dire vous faites l'astreinte permanente et vous êtes rémunéré 0,5, c'est-à-dire la moitié. Voilà, c'est complètement aberrant. Donc, reconnaissons notre rôle quotidien, jour et nuit, de toutes les spécialités en secteur libéral et on y verra plus clair. Alors, je voudrais quand même, dans le texte Valtou, c'est essentiellement la permanence de soins en établissement, ce n'est pas la PDSA. Et effectivement, il y a probablement à réfléchir sur la permanence de soins ambulatoire, peut-être pour certaines spécialités qui le souhaitent pour organiser leur propre territoire et que ce soit reconnu. Je connais au moins une spécialité qui le souhaitait à un moment, c'était la pédiatrie. Voilà. Ensuite, j'ai une question sur comment faire si c'est un mouvement qui dure pour faire face aux charges de secrétariat très bonne question. Et autres. Alors, très bonne question. Nous partons du principe que, la préparation est essentielle. C'est-à-dire que si nous avons bien préparé les choses, nous n'arriverons pas au mouvement. Mais quand je vous dis préparer, ce n'est pas le copain qui prépare, c'est tout le monde. C'est-à-dire que si dès maintenant, nous rayons, et ceux qui ont des rendez-vous pris pour tout le mois d'octobre, vous supprimez les 15 premiers jours d'octobre. D'accord ? Vous déplacez les rendez-vous. C'est un petit boulot, mais il faut le faire. Donc ça, c'est la préparation. Et si la préparation est intensive et forte, nous n'irons pas au 13 octobre. Et ensuite, si le mouvement est bien préparé, on ne tiendra pas, le gouvernement ne tiendra pas plus de quelques jours d'arrêt d'activité de tous les spécialistes libéraux. Il faut le comprendre. Quand en 2004, nous mobilisons plus de 3500 chirurgiens qui partent à Londres parce que les hôtels sont réservés, les transports sont réservés, je me retrouve dans le bureau du ministre, les renseignements généraux au téléphone en disant on a les billets, tout est réservé, Londres est réservé, Chirac a dit stop. Et donc, on a réussi à rentrer dans la négociation. Et on n'est pas parti comme c'était prévu. Donc, il faut comprendre ça. Soit on est menacé, notre exercice libéral est menacé, et tout le monde est partant pour défendre ça, et on se mobilise. On prépare le mouvement dès maintenant, on le communique, et ça monte en pression, et on arrive le 13 octobre. Je vous assure que si tout le monde est bien préparé, nous n'irons pas au 13 octobre.
Donc là, il y a aussi quelque chose qui est sur la permanence des soins en ambulatoire, mais je pense que c'est pareil partout. S'il n'y a pas assez de libéraux pour organiser une permanence des soins dans une spécialité, ne risque-t-on pas d'être obligé, alors là c'est pour des pédiatres, d'aller renforcer les équipes hospitalières des CHG? Bien sûr, c'est le risque de la loi Valtoux, c'est-à-dire il y a un seul sens unique, c'est-à-dire les médecins libéraux iront renforcer les équipes hospitalières publiques. Et quand on connaît aujourd'hui, quand même, quand on voit, et on a des exemples dans nos spécialités, la densité d'emploi de TP, hein, de PH, dans les services aujourd'hui, et quand on regarde bien si les astreintes sont prises par les PH de plus de 50 ans à l'hôpital public, il n'y en a pas beaucoup. D'accord? Ce sont les contractuels qui prennent les astreintes. Et donc, je veux dire par là qu'on a sous-évalué les moyens humains qui pourraient prendre des astreintes et des gardes à l'hôpital public. Donc, je ne vois pas pourquoi nous, alors que nous prenons nos astreintes dans nos établissements avec nos services d'urgence et ça marche bien, on irait à l'hôpital public. Donc ça, c'est le grand danger de la loi Valtoux si elle passait dans cet état. Il y a une question sur comment organiser cet arrêt d'activité, en particulier dans les maternités, où c'est une activité non programmée. Ça, c'est Bertrand. Bien sûr. Alors, on l'a déjà fait, et on l'a fait 2 fois, ça a bien marché. Ce qu'il faut organiser, c'est le transfert. Officiellement, à partir de telle date, toutes les patientes qui viendront accoucher seront transférées à la maternité publique. Et il faut l'annoncer. Et ça, je peux vous dire que ça fait bouger les décideurs, l'hôpital public n'étant pas en mesure d'accueillir les patientes. Et bien sûr, on va vous dire, mais on va vous réquisitionner. Oui, sauf que là, c'est déjà beaucoup plus compliqué. Et donc, il faut menacer, s'organiser et le faire savoir. C'est ça la clé du succès. Et ça n'aura pas lieu, parce qu'ils céderont avant. Il y a des remarques sur le fait que après une période Covid, vous savez tous annuler des interventions, puisque vous l'avez largement pratiqué. Ensuite, Oui. il y a donc des manières, hein, il y en a qui disent il faut dire aux patients qu'à partir du 13 octobre, ils ne pourront pas être soignés et qu'ils peuvent venir avant, mais qu'après, histoire de faire pression. Ça, c'est la communication qu'on va entreprendre, qui va commencer tout l'été et qui va s'intensifier en septembre. Probablement qu'en septembre, nous organiserons une conférence de presse pour alerter la population, alerter les pouvoirs publics sur on a prévenu, voilà la situation, voilà notre position, elles sont claires, les revendications sont très claires, la loi Valtoux ne convient pas pour l'exercice libéral et nous voulons reprendre les négociations conventionnelles avec ce qu'il faut comme moyen pour soutenir et valoriser la médecine libérale. Voilà. À partir de là, nous rentrons dans la discussion. J'ai des questions sur l'avis de la FHP sur le sujet. Alors, l'avis de la FHP, pour l'instant, on leur a dit simplement que les choses allaient se gâter à l'automne. Si la FHP, qui a ses positions et qui, de façon d'ailleurs officielle, soutient plus ou moins la loi Valtoux, nos intérêts ne sont pas tout à fait ceux de la FHP et en particulier de groupes financiers qui verraient plutôt une exploitation des médecins libéraux aujourd'hui. Donc, gardons notre indépendance, gardons notre détermination, continuons à discuter avec nos partenaires de la FHP, bien sûr, avec de très bons rapports, mais restons
ce que nous sommes, c'est-à-dire nous, spécialistes libéraux, qui quand même recrutons les patients, organisons notre travail et nous sommes producteurs de soins et je dirais toujours avec le meilleur rapport qualité-prix probablement aujourd'hui dans le monde entier. J'ai eu des remarques aussi sur en particulier des spécialités comme la pédiatrie, où c'est compliqué de se passer de l'Optam à cause des remboursements et des difficultés des familles à prendre en charge les actes. C'est ce que nous avons dit, chacun s'adapte en fonction de ses possibilités, sa population aussi. Et de sa population et de son territoire. Ça, je pense qu'il faut être souple là-dessus, ça a toujours été notre position. Alors, il y a des questions sur la disponibilité du webinaire pour le faire passer à d'autres qui n'ont pas pu y assister, de savoir et donc de savoir comment diffuser l'information et les explications sur ces journées de mouvement. Alors le webinaire est enregistré, donc sera rediffusé. On pourra organiser même une autre diffusion large, mais on pourra diffuser par la vidéo. Pour les diffusions, du côté Avenir Spé et syndicats de spécialité, du côté du bloc, chacun va mener sa communication tous ensemble et il faut convaincre les confrères qui sont parfois peu intéressés, parfois fatigués, parfois désabusés, parfois ignorants. Je pense qu'il y a aujourd'hui un grand nombre de spécialistes libéraux qui n'ont pas lu ou qui ne connaissent pas la loi Valletoux et ses risques, qui se sentent protégés par un exercice en secteur 2, par exemple, et qui se disent que rien ne pourra arriver. Moi, je leur dis toujours, attention, tous les ans, il y a une menace sur le secteur 2. Voilà. Et pour de multiples raisons, défendons tous ensemble notre exercice qui, je pense, a quand même de nombreuses qualités. Alors, je vais voir s'il y a d'autres choses depuis... On a encore 10 minutes de questions et puis ensuite on arrête à l'heure précise pour libérer tout le monde. Alors, il y a une question sur... alors, pour les psychiatres, qu'il est difficile de laisser les patients de côté. Et donc, quel avis là-dessus? Moi, j'ai un avis là-dessus. C'est que pour toutes les spécialités, c'est difficile de laisser les patients. D'accord? Toutes les spécialités. Donc, c'est un argument que nous entendons, mais c'est un argument aussi, moi je le redis, si tout ça passe, on va finir très mal. C'est-à-dire que c'est les patients qui vont souffrir. Le résultat, ça sera les patients qui vont souffrir. Ok, merci Elie. Il y a Elie Winter qui est psychiatre et qui a mis un petit mot qui a dit « Nous, les psychiatres seront là ». Oui, je pense qu'on a besoin des psychiatres. Vous savez que, vous ne le savez peut-être pas, mais il y a eu un rapport chargé produit et quand vous le lisez in extenso, ça fait près de 330 pages. Hein. En fait, la première cause de consultation aux urgences, c'est les maladies psychiatriques. D'accord? Donc, l'impact de la mobilisation de certains est importante aussi. L'absence de prise en charge et de dire qu'on ne va plus prendre en charge à partir du 13 les patients, ça donne un impact non négligeable. Et on le redit avec Philippe, on ne veut pas globalement arriver au 13, on veut, avant le 13 octobre, avoir des réponses à la fois sur la loi Valletoux. La loi Valletoux ne disparaîtra pas, mais qu'il y ait des amendements qui nous conviennent. Voilà, peut-être qu'on pourra avancer comme ça. Et la reprise des négociations conventionnelles, parce que c'est quand même le nerf de la guerre, entre guillemets. Hein. Et la mise des moyens financiers nécessaires pour valoriser et revaloriser la médecine libérale. Parce qu'aujourd'hui, entre l'inflation et la stagnation des tarifs, c'est infernal. Alors,
Là, il y a plusieurs questions sur les modalités encore. Peut-on annoncer sur nos pages Doctolib qu'on sera en grève à partir du 13 octobre? Peut-on avoir des éléments de langage précis sur les motifs à mettre en avant? Et comment, il y en a un qui dit qu'il souhaite communiquer à l'échelle locale via des médias locaux, donc fournir des supports écrits afin d'uniformiser l'information concernant le 13 octobre. Toutes ces questions sont très bonnes. Bien sûr qu'on donnera des messages simples, précis à utiliser. Bien sûr que dès maintenant, sur les pages Doctolib ou d'autres plateformes de rendez-vous, vous pouvez annoncer le mouvement. Bien sûr que région par région, département par département, nous diffuserons les messages que nous préparons. Mais encore une fois, c'est des messages très simples qui seront compris par la population et qui doivent être efficaces sans rentrer dans des choses très compliquées parce que les gens ne comprennent plus. On va essayer de faire un support écrit, comme vous le demandez, en expliquant les motifs, mais très simple et que peut-être vous pourrez afficher en début à la rentrée dans vos cabinets. C'est vrai que c'est un moyen qui aide à faire comprendre la situation à la fois aux patients et qui vous aide dans l'expression aussi, à la fois sur le plan des directions des établissements, mais surtout chez vos patients. Parce que c'est vrai qu'il ne faut pas avoir la population contre soi aussi. Et donc, il faut être didactique pour leur présenter ces revendications. Une petite nuance, là encore une fois, notre détermination fait que, bien sûr, la population va être touchée par ce mouvement, mais c'est les pouvoirs publics qui doivent être menacés et que aucun Premier ministre, aucun président de la République va prendre le risque d'arrêter la médecine libérale et en particulier les activités médicalement décisives. Je pense à plein d'activités que les médecins spécialistes libéraux font pour 80% de la population aujourd'hui. 80%. Donc il faut comprendre ça. Hein, donc c'est ça qu'il faut préparer. On aura tous les outils, mais encore une fois, de la simplicité dans notre communication. C'est essentiel. Encore 5 minutes. Que les pouvoirs publics vont sûrement pousser le bras de fer au maximum et donc il faut être prêt à démarrer la grève réellement. Bien sûr. Et une autre remarque encore sur les questions de déconventionnement. Quelqu'un qui dit que s'il est capable de menacer pour la grève, l'arrêt des soins, il peut aussi menacer pour se déconventionner sans aller jusque-là. On a des secteurs de... C'est bien sûr, c'est une possibilité. C'est d'ailleurs le discours qui a été porté par l'UFML. Hein. Le discours a été c'est un moyen de pression. C'est pas voilà. Parce que je pense que tous les syndicats aujourd'hui sont assez conventionnistes. Oui, voilà. Il ne faut pas perdre de vue ce côté-là, je peux me permettre, c'est que si vous n'êtes plus conventionniste, c'est l'État qui imposera. Oui, exactement. Moi, je ne connais pas d'autres systèmes. Hein. Oui, tu as tout à fait raison. D'ailleurs, quand on regarde dans le détail la loi Valtou, c'est la convention de l'État. Hein. C'est-à-dire que c'est le CTS qui va gérer le truc, quasiment les tarifs avec le CTS, la possibilité, donc les CPTS, la PDS, c'est l'hôpital qui va le gérer, etc. Donc tout ça va nous échapper. Donc notre meilleur partenaire, même si ça peut irriter quelques-uns, c'est quand même l'assurance maladie. Et les assurances complémentaires. D'accord? Donc c'est là nos propositions, c'est de rentrer dans ces discussions de négociation conventionnelle. Mais aujourd'hui, l'assurance maladie ne fera que ce que dira
le président de la République. Et donc, pour cela, je suis désolé, il va falloir se mobiliser et créer ce que j'appelle le risque sanitaire pour un gouvernement. C'est un risque majeur et il faut comprendre ça. Voilà. Non, mais ce qui est important, c'est ce qu'a dit Bertrand. S'il n'y a plus de convention, c'est l'État qui régule tout. Hein. Qui régule tout. Hein. Et que vous soyez conventionné ou pas conventionné, hein, elle régule. Et c'est l'État qui dit. Donc, vous voyez, il faut les pousser et effectivement les pousser vers le risque sanitaire. C'est effectivement pour des médecins, c'est difficile à comprendre, c'est difficile à porter, mais c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait le plus possible de monde, parce que ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Le risque pour si on compare par rapport aux retraites, ça n'a rien à voir avec les retraites. Hein. Rien. Il ne faut pas faire de comparaison entre le mouvement des retraites et un mouvement qui est purement sanitaire. D'accord ? Et voilà, il ne faut pas faire de parallèle. Mais en effet, là, il y a quelqu'un qui dit justement que, vu jusqu'à quel point ils ont poussé les syndicats sur la réforme des retraites, ils peuvent aller très loin sur le sanitaire. Ça n'a rien à voir. Non, ça n'a rien à voir. Nous ne sommes pas dans la rue, nous ne sommes pas des manifestants dans la rue, nous sommes des médecins responsables, précautionneux de l'état de santé de nos concitoyens. Nous avons fait un constat, nous avons attendu le maximum de temps, d'accord? Ça fait des mois et des mois qu'on discute, qu'on passe du temps pour lequel on n'a aucun retour. Et en responsabilité, aujourd'hui, nous nous mobilisons pour faire changer les choses. Et ce n'est pas des grèves, des manifestations, etc. Et encore une fois, moi, ma position, elle est très claire. Les arrêts d'activité d'un jour ou de 2 jours, ça ne sert absolument à rien. Donc, surtout, préparons un mouvement d'ampleur. Nous n'aurons pas à le faire. Il y en a qui recommandent de surtout dire que c'est pas justement que vous souhaiteriez pas le faire parce que. Non, mais bien sûr. Non, mais là, on est entre nous. Mais c'est évident que c'est pas le copain qui doit le faire. Chacun d'entre nous doit le faire. Et donc, il faut convaincre les associés, il faut convaincre les confrères, il faut convaincre les CME dans les établissements, il faut convaincre tout le monde, toutes spécialités confondues. Et pour la petite histoire, il manquait un syndicat de médecins pour le 13 qui n'a pas encore répondu. Oui. Et je pense qu'ils vont répondre probablement soit à la fin du mois de juillet, mais ils étaient assez stimulés pour participer à ce grand mouvement du 13 aussi. Voilà, c'est pour avoir parlé avec la présidente de ce syndicat que je peux le dire aujourd'hui. Ce n'est pas certain, mais à mon avis, ils vont y venir. Il est 20h58. On vous remercie à tous les orateurs et les experts. Merci à ceux qui étaient en visio. Merci Patrick d'être venu dans nos beaux locaux de Toulouse. Nous étions en direct. Merci à tous et on vous tient au courant. N'hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements et force et courage, comme dirait l'autre. À bientôt et bonne soirée à tous. Merci.